Bonjour tout le monde, comme promis, voilà une première vidéo sur les transformés de Fourier. Alors, je l'ai annoncé sur Twitter, au cas où vous tomberez sur cette vidéo par un autre moyen, je vais répéter très rapidement quel est le but. L'idée, c'est de pas de faire un cours complet, c'est un petit peu comme j'ai fait avec la fonction de partition, c'est plutôt de faire une introduction sur le côté intuitif qui est trop souvent oublié dans le cadre des transformés de Fourier. Souvent, on a un petit souci avec ces transformés-là, c'est que les mathématiques semblent très bien fonctionner derrière, mais on sait pas trop pourquoi on s'embête à faire tel ou tel truc. Donc moi, mon but, ça va surtout être d'essayer de vous introduire très rapidement quelques mathématiques. Vous allez voir, je ne vais pas tout faire. Je vais surtout vous rediriger pour les démos précises vers d'autres sources qui ont très bien fait le boulot. Très franchement, je ne pourrais pas faire mieux que ce qu'ils ont fait, donc c'est pas la peine de dupliquer. Moi, mon but, c'est vraiment de vous donner un petit peu plus d'intuition dans ce domaine-là. Donc ce dont on va parler aujourd'hui, pour commencer, c'est des transformées de Fourier discrètes. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que vous verrez qu'il y a une transformée de Fourier continue dont nous ne parlerons pas tout de suite. J'en parlerai dans une vidéo après. Transformée de Fourier discrète, c'est lié à une décomposition des fonctions périodiques. Donc on va dire qu'elles sont de période grand T. Des fonctions. J'ai dit période et je voulais écrire fonction. Des fonctions périodiques. Donc de période T. En fonction simple, on va dire. Dans cette idée de décomposer un truc compliqué en quelque chose de moins compliqué, c'est quelque chose qui peut vous rappeler assez rapidement le principe de l'algèbre linéaire, qui est en gros de disposer d'un espace vectoriel avec des vecteurs, mettons un vecteur v ici. Ce vecteur v, sur sa base, enfin sur la base ex, ey, je peux le décomposer en un vecteur projeté sur ex et un vecteur projeté sur ey. Cette base-là, je ne l'ai pas tracée n'importe comment. On est dans le cadre de R2, par exemple, ici. Et cette base-là, vous aurez remarqué que j'ai fait en sorte qu'elle soit orthogonale. Et si je me débrouille bien, je peux même faire en sorte qu'elle soit orthonormée. C'est-à-dire que EX et EY vont avoir la même norme. Si on fait ça, l'avantage, c'est que la projection sur EX de V, c'est tout simplement le produit scalaire de V et de EX. Ça, c'est la projection orthogonale. Mais puisque vous prenez une base orthogonale, la projection qui vous intéresse, c'est celle-ci. C'est aussi ce qui va vous donner les coordonnées de V selon X. Pareil pour Y, si vous avez plus de dimensions, vous répétez ce même processus. Bon. Donc en gros, il faut comprendre que ce qu'on va faire pour nos fonctions périodiques, c'est qu'on va faire exactement ça. On va s'apercevoir qu'on a affaire à un espace vectoriel. Donc ça, je vais vous demander de l'admettre, mais en soi, c'est des axiomes à vérifier concrètement. On va prendre donc l'espace vectoriel des fonctions de même période, t. On va montrer qu'il existe un truc qui se comporte un peu comme une base de cet espace vectoriel. Je dis base entre guillemets parce qu'en fait, il y a des fonctions périodiques qui vont demander d'enchaîner une infinité de vecteurs pour arriver à les retrouver parfaitement. Et normalement, une base, même en dimension infinie, parce que c'est bien le cas de cet espace vectoriel-là, une bonne base en dimension infinie est forcément de taille infinie, mais si vous prenez un vecteur, vous pouvez le retrouver avec uniquement un nombre fini de vecteurs de la base. Qu'est-ce que j'entends par là? Petite digression rapide, parce que c'est un point qui est souvent un petit peu compliqué à comprendre, ça. Si on prend par exemple l'espace des polynômes, à coefficient réel, on va dire. Bon, cet espace est de dimension infinie. Les dimensions infinies dénombrables. Et une base, toute bête, c'est l'ensemble des x puissance n, avec n entier. Donc, ça, c'est une base de l'espace des polynômes. En soi. Sauf que vous êtes d'accord avec moi qu'un polynôme, ça s'écrit uniquement comme un truc genre an x puissance n, plus an-1 x puissance n-1, etc. Jusqu'à éventuellement un coefficient constant. Bon, mais ça veut dire que vous pouvez écrire tout polynôme avec un nombre fini uniquement de vecteurs de la base, vous voyez?
C'est ça l'intérêt. C'est que là, bien que j'ai une infinité de vecteurs dans ma base, j'ai besoin d'en piocher que quelques-uns pour arriver à reconstruire le vecteur qui m'intéresse, à savoir le polynôme qui m'intéresse. Ça, c'est une bonne base. Ce dont on va parler, on va pas lui demander d'avoir cette propriété-là, dans notre cas des fonctions périodiques, mais vous allez voir que ça nous gêne pas trop. On va devoir travailler avec des séries, mais c'est pas si grave que ça. Voilà, il fallait juste éclaircir ce petit point. Donc, jusqu'ici on a parlé de produits scalaires, nous on va vouloir un truc un petit peu plus général qui s'appelle un produit hermitien. Un produit hermitien c'est quoi? C'est un produit scalaire, mais si votre corps de base est complexe. Voilà. Il y a un truc qui est génial avec le produit scalaire, c'est qu'il permet de définir une norme de la façon qui suit. Cette norme-là, le fait qu'il puisse avoir les bonnes propriétés pour définir une norme, en fait, votre produit scalaire, ça vient du fait qu'il est... Enfin, la forme est définie et positive. Définie, ça veut dire que vous avez cette propriété-là. Alors, voilà. C'est-à-dire que si x scalaire lui-même est nul, ça veut dire que x est le vecteur nul de votre espace. J'ai mis un petit e en indice pour montrer que c'est bien le vecteur nul. C'est pas un zéro scalaire, hein, attention. Voilà. Et positive, ça veut dire que cette même valeur-là est toujours un réel supérieur ou égal à 0, et donc il est nul uniquement si x est nul. Ensuite, derrière, vous avez une bilinéarité du produit scalaire qui va assurer que vous avez l'inégalité triangulaire que vous demandez pour une norme. Et ces trucs-là vont engendrer que ce machin-là, c'est bien une norme. Le problème, c'est que, de base, un produit scalaire, il est défini par 5 propriétés. Donc le défini positif dont on vient de parler là, il est également défini par le fait que c'est une forme. Donc ça, c'est tout simplement qu'il renvoie un scalaire. Bilinéaire, ça veut dire que si vous prenez deux vecteurs, on va appeler l'espace vectoriel E pour commencer, et que vous prenez deux scalaires du corps de base de E, qui peut être n'importe quel corps, hein, typiquement, vous devez avoir cette propriété-là. Voilà, vous avez bilinéarité, il y a une linéarité sur les deux coefficients. Clac. Si vous multipliez un coefficient par un scalaire, vous avez le droit de faire sortir ce scalaire du produit. Et finalement, elle doit être symétrique. Ça, c'est immédiat à comprendre. C'est que, tout simplement, x scalaire y, c'est y scalaire x. Voilà. Bon. Si votre corps de base est complexe, ce que je vais vous dire, c'est que ces deux définitions-là vont nous poser des soucis. Elles vont nous poser des soucis parce que on veut avoir ceci derrière, que x scalaire x est un réel positif, donc au passage, il faut quand même que ce soit un réel. Bon, ça va nous poser problème. Pourquoi ça va nous poser problème? Parce que, imaginez, je prends mon vecteur x, et je le multiplie par lambda, un scalaire, et je suppose que scalaire n'est vraiment pas réel. On a un corps de base qui est c, mais ce scalaire, on le prend vraiment pas réel exprès. Donc ça veut dire que, imaginons, mon produit scalaire, il me dit que x scalaire x, c'est un réel positif. Bon, mais lambda x scalaire lambda x, si je veux avoir le côté défini positif, il faut aussi que j'ai ça. Or, ceci, selon la bilinéarité, c'est aussi égal à ça. Alors on va avoir un souci. Parce que si lambda est complexe non réel, on va très facilement trouver des lambdas pour lesquels ce truc va être non réel non plus. Donc ça veut dire qu'il y a des vecteurs dont le produit scalaire avec eux-mêmes ne donne pas un réel si on prend ces propriétés-là. Ça, c'est un souci. Bon. Comment on va faire ça? En fait, on va légèrement modifier les propriétés que l'on demande si on est sur un corps de base complexe. Tout simplement. Et là, vous allez très vite comprendre pourquoi on fait une espèce de douille avec les conjugaisons lorsqu'on travaille dans des produits scalaires d'espace complexe. Tout simplement parce que vous allez remplacer la bilinéarité par ce qu'on appelle la sesquilinéarité. Qui est un gros mot pour dire que concrètement, au lieu de demander ceci, attendez, je vais prendre des bons noms de vecteurs, on va rester sur les mêmes trucs, que ce soit lisible.
on va dire que c'est presque pareil que la bilinéarité, mais celui de droite, si vous multipliez le vecteur de droite par un scalaire, vous sortez ce scalaire normalement, mais si vous multipliez le vecteur de gauche par un scalaire, vous sortez le conjugué de ce scalaire, qu'on va noter avec une petite étoile. En quoi ça nous arrange ? Si vous revenez sur notre problème de tout à l'heure, là, ça veut dire que là, on fait sortir un lambda et un lambda étoile. Or ça, par définition, c'est le carré du module de lambda, qui est bien un réel positif. Donc, ça nous règle en apparence ce problème-là, et vous allez voir que ça va régler tout le reste aussi. Il nous faut aussi modifier légèrement la symétrie, parce qu'on peut avoir des problèmes similaires à cause de ça. Et en fait, ce qu'on va dire, c'est qu'au lieu d'avoir x scalaire y est égal à y scalaire x, il va se passer un truc, vous pouvez peut-être déjà vous en douter, on va demander à ce que ce soit égal à son conjugué, tout simplement. Voilà. Si vous modifiez ces deux propriétés, vous gardez ce qui fait l'essence d'un produit scalaire et ce qui fait son intérêt. Voilà, petite digression sur les produits hermitiens. Bien. Maintenant, on en revient enfin à notre espace vectoriel. Bon, je dis, on va admettre que c'est bien un espace vectoriel. Des fonctions de période t. Sur cet espace vectoriel, moi ce que je vais vous dire, c'est qu'on va prendre f et g, deux fonctions de cet espace-là. Je vais essayer de l'écrire proprement. Et moi ce que je vais vous dire, c'est que on va définir cette forme-là. Qui est un produit hermitien de l'espace E. Donc vous avez vu que j'ai conjugué f et pas g, donc ça c'est typiquement pour respecter la propriété dont on vient de parler, et si vous voulez, on peut le vérifier très rapidement. Et on a 5 propriétés à vérifier. C'est une forme ? Bah oui. Ça renvoie un scalaire. Ok. Est-ce qu'elle est sesquilinéaire ? Regardez. Si je multiplie g par mu, ici j'ai le mu qui va apparaître là, je peux le sortir de l'intégrale par linéarité. Ok. Si je multiplie f par lambda, j'ai un lambda étoile qui va apparaître ici, puisqu'on a conjugué f, dont le lambda étoile sort de l'intégrale, et on obtient bien ce qu'on veut. Donc, sesquilinéarité, ok. Oula. Ensuite, pour cette espèce de symétrie un petit peu bâtarde, là ça se voit immédiatement, hein. Regardez, si vous swappez les positions de f et de g, vous allez obtenir le conjugué de l'expression. La conjugaison, vous pouvez vérifier, vous pouvez la faire passer à travers les multiplications, à travers l'intégrale. Là, dans ce cas précis, ça va marcher, parce que je rappelle que notre t, ici, c'est un réel. Hein. Donc la conjugaison, pour lui, ça ne le modifie pas. C'est en particulier ce qui va faire que ça marche bien. Donc, alors la symétrie, entre guillemets, parce qu'évidemment, c'est pas tout à fait ça. Ok. Définie positive. Bon, on a vu que, tout à l'heure, si on respectait ces deux propriétés, il y avait de bonnes chances que ça marche. Vous pouvez le vérifier. Ce qui est intéressant, surtout, c'est de voir que f scalaire f, ça va vous faire 1 sur t fois l'intégrale de f conjugué f, c'est-à-dire l'intégrale du carré du module de f. Voilà. Bon. Jusqu'ici, tout va bien. On a notre produit hermitien, dont ça va vouloir dire qu'on va pouvoir projeter des fonctions orthogonalement. Et le truc, en fait, qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire sortir des familles orthogonales de fonctions très simples, qui représentent concrètement les différentes périodes que vous pouvez avoir dans une période t. Pourquoi ça ? Parce que regardez, si on prend un intervalle là, temporel qui va de 0 à t, je peux avoir une fonction de période t. Alors, excusez mes talents de dessinateur. Hein. Ouais, bon. C'est pas grave, c'est pas ça les 3 sinus, hein, donc elle est bien de période t, ça y a pas de souci. Vous pouvez avoir une fonction de période t sur 2. Par exemple. Vous pouvez en avoir de période t sur 3, t sur 4, etc. Bref, en gros, pour tout n entier strictement positif,
t sur n est une période valable, en gros. Donc vous pouvez avoir des fonctions qui ont toutes ces périodes-là. Mais en gros, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va chercher une famille de fonctions où chacune des fonctions représente une de ces périodes. Cette famille-là, on va même pouvoir on va pouvoir swapper entre deux familles différentes, pour être exact. La première famille, on a très envie de tracer des cosinus et des sinus, mais en fait, alors je vais essayer de l'écrire bien, sinon je vais me faire arracher la tête par les profs de maths. Vous allez avoir des fonctions comme ceci. N oméga t, t sinus n oméga t. Sachant que oméga, ici, c'est 2pi sur la période. Mais comme on va... En gros, c'est l'argument qu'on met à l'intérieur des cosinus et des sinus pour que la fréquence se comporte correctement. Comme on va pas écrire à chaque fois 2pi sur t, on le nomme oméga. Bon, mais ces trucs-là, vous pouvez voir assez vite, avec cette écriture, en quoi le fait de les multiplier par n va augmenter leur période. En gros, vous pouvez essayer de le vérifier rapidement, mais ces deux fonctions sont de période t sur n. L'avantage, c'est qu'il y a cosinus qui est pair, et sinus qui est impair, en fait. Et en gros, on vous a parlé de deux familles de fonctions. Ça, c'est une seule des deux familles de fonctions. Vous avez besoin à la fois du cosinus et du sinus, précisément à cause du fait que il y en a un qui représente la parité, l'autre qui représente l'imparité. En combinant les deux, il se trouve que ça va très bien se comporter. On va réussir à écrire toute fonction uniquement comme somme de ces fonctions-là assorties d'un certain coefficient. C'est-à-dire qu'en gros, on projette une fonction f de période t sur chacune de ces fonctions-là. Et ils nous disent, ah, mais dans la direction de cosinus n oméga t, il y a telle longueur, dans la direction de sinus n oméga t, il y a telle longueur, de la même manière que vous le feriez avec des vecteurs dans votre espace R3 en géométrie classique. C'est exactement pareil. Vous calculez le produit scalaire de la fonction, par exemple, avec... Alors je l'écris de façon un petit peu abusive, hein. Normalement on n'a pas le droit de l'écrire comme ça. Et ça va vous donner la coordonnée de f le long du vecteur cosinus n oméga t. Voilà. Dans ce que je vous ai dit, qu'il y a possibilité de décomposer chaque fonction, on va l'écrire proprement, en une somme potentiellement infinie, comme je vous ai dit, il y a des fonctions qu'on ne va pas réussir à écrire sous forme d'une forme finie. De cette manière-là, Bn sin n oméga t, donc vous voyez que An et Bn, c'est les coefficients respectifs le long des cosinus et des sinus de période t sur n. Ça, l'existence de cette décomposition pour toute fonction, elle est assurée par un résultat qui s'appelle le théorème de Dirichlet. Donc si vous faites la convolution de f avec ce noyau-là, alors on est dans le cadre de fonctions périodiques, donc on peut, en soi, si on veut, tenter de l'écrire comme ça, à un coef près. Ça va être ceci. L'idée y. Voilà, donc vous voyez, vous intégrez les deux fonctions. Il y en a une qui dépend de la variable d'intégration et l'autre qui dépend de la variable d'intégration et aussi de la variable ici. Alors ça semble être une formule un petit peu bizarre comme ça. On verra dans une autre vidéo qu'il y a plusieurs interprétations ultra intuitives pour la convolution. Ça aussi, ça fait partie des trucs qu'il va falloir qu'on présente. Donc si vous calculez le noyau de Dirichlet, en fait, vous allez tout simplement projeter f sur le sous-espace vectoriel qui est engendré par toutes ces fonctions-là. Pour k appartenant à moins n entier. C'est pour ça qu'il est assez intéressant de voir, parce qu'en gros, ceci, la convolution, vous pouvez vérifier, c'est un opérateur linéaire, il va de l'espace dans l'espace, donc c'est un endomorphisme, et il se trouve qu'en fait c'est une projection, carrément, sur ce sous-espace vectoriel. Voilà. Petit point intéressant. C'est à peu près tout ce que je voulais dire concernant le théorème de Dirichlet. Comme je vous ai dit, vous allez avoir le lien vers une bonne vidéo, selon moi,
qu'il démontre. La démonstration est pas forcément ultra intuitive, il y a beaucoup de parachutage en fait, c'est pour ça que je la trouve pas super intéressant de vous la refaire encore une fois, ce sera légèrement poussif quoi. Bon, on a vite fait parler du théorème de Dirichlet qui assure qu'il existe une décomposition de n'importe quelle fonction périodique sous ces bases-là, et en vérité, il existe même une décomposition sous deux familles ultra utiles, mais on en discutera juste après, parce qu'avant ça, il faut que je vous dise que si vous prenez une famille, la décomposition, il faut qu'elle soit unique si vous voulez que ce soit une base. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez f comme ça, vous voulez avoir une seule famille de coefficients AN, BN, tel que ça marche. Bon, là déjà, vous pouvez voir que si je l'écris de cette manière, c'est foutu. C'est foutu à cause du cas n égale 0. Regardez bien. On va séparer l'expression. On va avoir A0 cosinus de 0 oméga t, donc 1, donc A0 tout court, plus B0 fois sinus de 0, donc 0. Donc plus la somme, qui part de 1, et qui est concrètement celle-ci, que je vais recopier sans la moindre gêne, car j'ai une tablette magique. Bon, voilà. Bon, ben là, c'est souci, parce que ça veut dire que je peux prendre la valeur de B0 que je veux et le développement reste juste. Voilà. Donc en fait, quand je l'ai écrit comme j'ai écrit plus haut, c'était un petit peu un abus. Là, ça va pas marcher. La vraie façon de l'écrire, c'est comme ça. C'est que vous devez avoir une valeur A0 qui représente en fait l'offset de votre fonction, c'est-à-dire la valeur constante, sans oscillation. Si vous préférez, A0, il va s'agir que ça va être la projection orthogonale de f sur la fonction constante de valeur 1, en fait. Si on veut vraiment le dire en termes d'algèbre linéaire, c'est ça qui se passe. Et derrière, on se dit, bon, on a notre espace, il y a un produit hermitien dedans, on a l'existence d'une décomposition de la fonction avec des fonctions qui sont quand même vachement plus simples et qui semblent représenter chacune une fréquence de façon bien précise. Punaise, ce serait quand même génial qu'en fait, on ait un truc comme ça, non? Alors je vais le noter de façon un petit peu moche. Ce serait quand même incroyable que ce soit ceci qui se passe. Cosinus, pardon. N, oméga. Voilà, regardez. Je vais même l'écrire avec un point, comme ça les profs de maths ils vont pas râler. Voilà. C'est bon là? Tout le monde est content. Ce serait génial que juste on ait AN pour donc n supérieur ou égal à 1, parce qu'on vous a dit le K0 pour B il est pathologique. Ce serait génial qu'on ait juste à calculer le produit scalaire de f avec cosinus. Est-ce que ce serait pas incroyable? Qu'est-ce qui ferait que ce truc marche? Ce qui ferait que ce machin marche, ce serait de 1, que la famille de fonctions soit non seulement libre, mais qu'elle soit en fait orthogonale. Et ce qui est génial, c'est que lorsque vous étudiez les produits scalaires, ou produits hermitiens, il se trouve que l'orthogonalité d'une famille, si vous n'avez pas le vecteur nul dedans, implique sa liberté. Une façon de le dire, c'est que si vous prenez deux vecteurs orthogonaux, la seule façon d'obtenir le vecteur nul avec, regardez, avec une combinaison de EX et de EY, c'est de leur mettre devant chacun un 0. C'est la seule manière d'obtenir le vecteur nul. Voilà. Donc je précise bien qu'il ne faut pas qu'il y ait le vecteur nul dans votre famille orthogonale de base. Hein. Parce que le truc c'est que le vecteur nul, il va être orthogonal à tout le monde, mais c'est un cas pathologique un petit peu. Quoi. C'est une sorte d'extension abusive de la définition de l'orthogonalité. Donc en gros on a juste à démontrer ça, qu'elles sont orthogonales. Et qu'est-ce qu'il suffit de faire pour démontrer qu'elles sont orthogonales? Il suffit de dire que je prends un... Alors j'avais envie de prendre un n et un m, mais ça va être absolument illisible, donc on va prendre n et p. Deux entiers non nuls, on va faire le cas de la fonction 1 très rapidement, vous allez voir que c'est immédiat quasiment. Et on voudrait que, dans tous ces cas-là, ces intégrales aient des valeurs bien précises. Ça, il va falloir que ça soit nul tout le temps. Ça, il va falloir que ça soit non nul uniquement si n égale p, parce que ce serait la même fonction, et égale à 0 sinon. Et ça, c'est exactement pareil. Alors, j'écris pas égale 1, parce qu'en fait, vous allez voir que si... Bon, évidemment, elles vont bien être orthogonales, hein, vous l'avez compris, j'ai spoilé. Elles vont pas être exactement de norme 1.
avec la norme de définition de produit scalaire. Elles vont être de norme t sur 2 et vous mettez un coefficient 2 sur t devant pour rattraper le coup. Donc on veut juste voir si oui ou non elles valent 0. Quoi. Pour calculer ces trois intégrales là, il faut que vous utilisiez tout simplement ce qu'on appelle le formulaire trigonométrique. Ça je vais le faire rapidement parce que ça permet de faire des rappels qu'on oublie trop lorsqu'on fait de la physique. Donc il faut utiliser en fait tout simplement des formules comme ça. Sinus de a plus b et cosinus de a plus b. Voilà, avec ces deux formules, vous allez savoir ce qui vous arrive. Ça c'est sin a cos b plus sin b cos a. Ça c'est cos a cos b moins sin a sin b. Ce qui est pratique là, c'est que c'est suffisant si vous vous souvenez que sinus est impair et que cosinus est pair. Parce qu'à partir de là, vous pouvez totalement deviner ce que font sinus de a moins b et cosinus de a moins b. Si vous utilisez ces formules, vous remarquerez qu'elles font intervenir les produits. Et qu'est-ce qu'on a là? Oh, magie! Incroyable! Des produits de sinus et de cosinus. Bon, ben en fait, il va falloir choisir à chaque fois la bonne formule qui vous permet de retrouver ce petit produit-là. Comment on l'a choisi? Ben en fait, en remarquant que, comme je vous l'ai dit, à partir de cette formule-là, je peux définir sinus de a moins b. Sin a cos b, ça change pas, puisque cos est pair. Par contre, là, j'ai un sin de moins b, donc c'est un moins sin b, comme ça. Et il va se passer un truc très similaire en bas. Ça, c'est sinus de a moins b et cosinus de a moins b. Et en fait, si je les mélange comme il faut, cosinus de a plus b, cosinus de a moins b, et leur équivalent en sinus, je vais retrouver exactement ce que je veux. Regardez, je veux un produit de cosinus et de sinus par exemple, on va faire uniquement la première, vous allez comprendre. Je veux un produit uniquement de sinus et cosinus, bon, il faut que je me dirige vers les sinus de somme et de différence. Et mettons, si je veux sin a cos b, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre sinus de a plus b, plus sinus de a moins b, et je divise le tout par 2, je vous laisse vérifier que ça marche. Parce que ici, vous avez toujours un terme avec un signe qui ne change pas, et un terme avec un signe qui change. Si j'avais voulu l'inverse, il aurait juste fallu que je les oppose, enfin que je fasse la différence. Pour les produits de sinus et les produits de cosinus purs, il faut utiliser dans les deux cas cosinus de a plus b et de a moins b, puisque vous voyez que c'est ça qui fait intervenir ces produits. À partir de là, vous allez réussir à avoir exactement ce que vous voulez. Et qu'est-ce qui va se passer? Quel est le seul moyen pour que ces intégrales soient non nulles? Donc à partir de là, on peut essayer de développer un petit peu les calculs pour voir où ça va nous mener. Donc dans notre premier cas, là, notre sin a cos b, on voudrait que ce truc-là soit nul tout le temps. Bon, mais déroulons bêtement ce qu'on a appris. Là, deux cas de figure. Soit votre fonction est bien une fonction sinus avec une oscillation qui concrètement est un multiple de la fréquence correspondant à t. C'est juste que vous allez intégrer un sinus avec un offset nul qui fait ça plein de fois et qui recoupe. Donc en gros vous pouvez calculer l'intégrale, mais ce qui va se passer, on peut le voir rapidement, c'est que les parties positives vont être parfaitement annulées par les parties négatives, et ça a donné une intégrale qui vaut 0. Si vous voulez le faire vraiment jusqu'au bout, vous pouvez écrire ça à la primitive du sinus, qui va vous filer un cosinus d'une valeur moins une autre, puisqu'il y a une périodicité dans les dérivés également, et la différence va être pile poil nulle, ça va rien faire. L'autre cas, il peut sembler être le même, mais c'est pas tout à fait la même chose. L'autre cas, c'est celui où n est égal à p. Autrement dit, vous avez ce terme-là, qui est identiquement nul. Ça peut sembler un peu overshoot de l'écrire comme ça. Pourquoi ça l'est pas? Parce que regardez ce qui se passe si à la place d'un sinus, c'est un cosinus. Ça veut dire que ce truc-là va toujours valoir 0, dont le cosinus va toujours valoir 1. Donc en fait, dans le cas où vous avez non pas une somme de sinus, mais une somme de cosinus qui sort ici, vous allez avoir soit le cas où, exactement comme pour le sinus, n n'est pas égal à p, et donc vous avez les oscillations qui se compensent parfaitement, par un argument qui est excessivement similaire, soit vous allez avoir le cas où n égale à p, et là, magie, vous allez littéralement faire apparaître un facteur constant qui va faire que votre produit scalaire n'est pas égal nul. Qu'est-ce que c'est le cas? Donc il y a un seul cas où ce n'est pas nul, et qu'est-ce que c'est ce cas? C'est celui où on compare les mêmes fonctions. Parce que les sommes de cosinus vont apparaître quand on fait des produits de cosinus ou de sinus. Et est-ce que c'est pas ce qu'on voulait? C'est exactement ce qu'on voulait. Ici. Donc j'ai pas fait le calcul en entier, mais je vous ai donné toutes les astuces et la façon dont elles s'entrecoupent. Vous pouvez essayer de le faire proprement sur une feuille, vous allez voir que ça se fait assez bien. Si vous vous souvenez de vos formules de trigonométrie, attention. Bon,
là, vous voyez que ce qui va se passer exactement, c'est que ça va donner un certain facteur. Donc 1 ici, sauf que vous intégrez sur un intervalle de longueur t. Donc techniquement, l'intégrale va valoir t. Et vous avez divisé par 2 ici. Donc en fait, la vraie norme de ces fonctions-là, c'est t sur 2. Toutes les fonctions ont la même norme. Autrement dit, si vous prenez ceci, les 2 sur t fois cosinus de n oméga t, et les 2 sur t sinus de n oméga t, pour n non nul, vous avez presque une base orthonormée. Il vous manque juste la fonction d'offset. Et alors là, on va pas s'emmerder les gars, il faut juste rajouter la fonction constante de valeur 1. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'elle est bien orthogonale au sinus et au cosinus? Oui, parce que si vous faites 1 fois cette fonction-là, ça revient à intégrer un cosinus ou un sinus sur un intervalle qui est totalement égal à sa période, ça va bien faire 0. C'est QFD, on a une famille libre qui permet d'engendrer n'importe quelle fonction périodique. De facto, on a unicité et existence du développement de f sous la forme qu'on a vue plus haut, qui est juste ici. Ça, c'est génial, parce que ça veut dire qu'on peut décomposer f sur ces fréquences-là, avec 2 choix par fréquence. Il y a une autre façon de le décomposer, avec pareil 2 choix par fréquence, c'est de prendre ces fonctions-là, pour n qui cette fois est dans z. Pourquoi je dis 2 choix par fréquence? Parce que là, que vous preniez... Alors, si vous prenez encore une fois n non nul, le cas nul est toujours un cas pathologique, vous avez 2 fréquences possibles, n et moins n. Ça va vous causer exactement les mêmes oscillations, sauf que l'exponentielle complexe va juste pas décrire le cercle unité dans le même sens. Ben, en gros, ça c'est un petit peu la contrepartie où vous voyez qu'on a besoin toujours de 2 fonctions bases par fréquence. Dans le cas de sinus et cosinus, on peut le voir sous la forme pair-impair. Dans le cas du complexe, on peut le voir sous cette forme-là, c'est-à-dire pas la même direction de parcours du cercle unité. Est-ce qu'on peut passer d'une base à l'autre? Ben, algébriquement, on le sait déjà. Alors, c'est vrai que là, je suis allé un petit peu vite, techniquement. Il est possible de prouver que ces fonctions-là sont toutes orthogonales. C'est plus facile à montrer que le cas trigonométrique, c'est pour ça que j'ai fait le cas des fonctions sin et cos et pas celui-ci, parce que là, vous allez littéralement intégrer des exponentielles avec un facteur linéaire à l'intérieur, ça va aller à une vitesse phénoménale. Écrivez-le, vous allez vous en rendre compte très rapidement. Voilà. N'oubliez pas par contre ici que ces fonctions étant complexes, on a un facteur de conjugaison à l'intérieur du produit scalaire, qu'on n'avait pas dans le cas de cos et sin. C'est la petite subtilité. Mais vous pouvez essayer de faire ça, vous allez vous rendre compte que, effectivement, c'est bien une famille orthogonale. Et il se trouve que cette famille-là permet aussi de faire une décomposition unique de chaque fonction. Pourquoi? Parce qu'on se doute assez bien qu'au vu de la relation entre l'exponentielle complexe et les sinus et cosinus, on va arriver à passer d'une base à l'autre. Pour passer de l'un à l'autre, eh bien, il suffit de se rendre compte que, regardez la décomposition de cette fonction, ici, sur les bases cosinus et sinus, eh bien, c'est tout simplement ça. Donc, autrement dit, nous, ce qu'on veut pour avoir l'information sur la fréquence n, c'est savoir ce que vaut ce coefficient-là. C'est moins n pour la fréquence négative juste ici. Eh bien, on sait comment se décompose cette fonction-là et cette fonction-là. Donc, tout bêtement, on va enchaîner, sans aucun souci, les écritures. Le cosinus de moins n, c'est le cosinus de n, moins i fois le sinus, puisque le sinus, il prend les moins comme ça. Quelque chose d'extrêmement similaire juste à côté. Plus i sinus. Voilà. Hop, entre parenthèses. Et bien là, tout ce qu'on a à faire, c'est réarranger en fonction des cosinus et des sinus plutôt qu'en fonction des exponentielles. Et vous voyez très rapidement apparaître un truc giga intéressant, finalement. Hop, i
On va l'écrire comme ça, ce sera plus lisible. Voilà, super. Hop. C'est que comme on sait que le développement il est unique, eh ben ça veut dire que si vous décomposez une fonction sur les bases des exponentielles, vous pouvez ensuite passer aussi à la base des cosinus et des sinus. Et dans ces cas-là, vous allez avoir cette relation-là entre les coefficients cosinus-sinus et les coefficients de l'exponentielle. Qu'on peut réécrire dans l'autre sens, hein, également, bien sûr. C'est que Cn va être égal à n plus ibn sur 2. Et C moins n va être égal à an moins ibn sur 2, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on remarque un truc, c'est que si on a affaire à une fonction réelle avec des coefficients an, bn réels, on a très rapidement que C moins n, c'est le conjugué de C de n. C'est-à-dire qu'en gros, intuitivement, on va rattraper le côté imaginaire des fréquences avec le côté imaginaire de son équivalent négatif. Voilà, tout simplement. Une petite digression juste avant de passer à la partie 2, parce que vous allez voir qu'on va en parler, c'est que il faut faire très attention lorsque vous manipulez la somme complète. Notamment, il ne faut surtout pas splitter les parties fréquences négatives et positives ou les parties cosinus et sinus. Parce qu'il y a des répercussions lorsque vous faites ça. Le cosinus va se faire compenser par le sinus, l'exponentielle de fréquence négative va se faire compenser par l'exponentielle de fréquence positive, et de manière générale, il faut que vous reteniez que ces sommes-là ne convergent pas uniformément. Un exemple ultra simple de pourquoi ça converge pas uniformément, c'est qu'on veut pouvoir englober des fonctions qui sont uniquement continues par morceaux, mais qui ne sont pas continues. Typiquement, vous allez vouloir englober un signal carré, comme ça, qui a une valeur à un temps t plus 1, une valeur à un temps t2, etc. Et qui boucle comme ça de façon périodique. Bon, ça c'est totalement discontinu, et vous aurez bien remarqué que ces fonctions qui constituent pourtant une possibilité de décomposer les autres fonctions sont toutes continues. Si vous si vous faites une série de fonctions continues et que vous obtenez un truc de discontinu, c'est que vous n'avez pas la convergence uniforme. Si vous n'avez pas la convergence uniforme, c'est qu'il y a tout un tas d'opérations qu'on aimerait pouvoir faire, qu'on va pas trop pouvoir faire. En fait, on va réussir à s'en dépatouiller, mais ça veut dire que les preuves mathématiques rigoureuses vont être beaucoup plus compliquées que ça. Bon. Sur ce, on se retrouve immédiatement pour la partie 2 de la vidéo qui va être un petit peu plus concrète et beaucoup moins tableau noir. Tout le monde. Donc comme je vous l'avais annoncé, on se retrouve dans la salle de musique pour la seconde partie de la vidéo, qui va être réservée à une application concrète de tous les maths algébriques que l'on vient de voir jusqu'ici. On se retrouve donc dans cette salle de musique, tout simplement parce que selon moi, c'est de très loin la meilleure façon d'appréhender de la manière la plus concrète possible, imaginable, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on vient de voir. Pourquoi ? Parce que regardez le logiciel sur lequel je suis actuellement, c'est Audacity. Ouais, le logiciel qui a sauvé d'innombrables promos de première S, Terminal S à mon époque. Mon Dieu, à mon époque, exactement ça. Alors, que fait ce logiciel ? Tout simplement, on enregistre un son dessus et notamment on peut tracer son spectrogramme. Vous vous doutez de pourquoi ça va nous intéresser. Ça veut dire qu'on va pouvoir obtenir très facilement la décomposition en fréquences de n'importe quel son. Une petite précision avant de commencer, on s'intéresse à un espace de fonctions périodiques de même période. Donc, qu'est-ce que c'est exactement les fonctions périodiques qu'on recherche ici ? Ce sont tout simplement les notes de musique. Les notes de musique ont leur fréquence fondamentale qui définit leur hauteur. Et ensuite, toutes les harmoniques que l'on a par-dessus sont des multiples de cette fréquence fondamentale. Je rappelle que quand on fait un multiple de la fréquence fondamentale, on va à l'octave. Typiquement, on va jusqu'au Ré là-bas. C'est la même note, un octave au-dessus. On a multiplié la fréquence par 2. Ça veut dire que techniquement, c'est pas exactement le même espace si les notes n'ont pas la même hauteur. Mais c'est pas très grave en soi, parce que vous allez voir qu'Audacity reste quand même ultra visuel, donc on va réussir à s'en tirer là-dessus. On veut surtout voir à quel point on occupe cet espace des fréquences, cette notion un petit peu abstraite dont on a discuté tout à l'heure. Bien. Le premier truc intéressant, c'est que si la hauteur d'un son est définie par sa fréquence, son caractère, son timbre va être défini par ses harmoniques. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Autrement dit, son caractère, son timbre va être défini par la façon dont il occupe tout l'espace des fréquences. Par sa position exacte
la position de son vecteur son, on pourrait l'appeler comme ça en soi, dans cet espace abstrait qui est littéralement de dimension infinie d'ailleurs. Donc on va essayer de penser en dimension infinie. Ouais, rien que ça. Vous allez voir. Donc on va jouer de plusieurs instruments et vous allez voir à quel point l'occupation de l'espace des fréquences n'est pas la même. Et effectivement, comme je dis, je ne vais pas jouer les mêmes notes sur chacun, mais les différences vont quand même se faire assez bien ressentir, vous verrez. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même de sacrées différences dans les spectres de chacun des instruments qu'on vient de voir. Et encore, je vous ai même pas sorti de saxo ou quoi que ce soit. Déjà parce que, je sais pas en jouer. En plus de ça, c'est encore différent. Parce que là, on s'est uniquement attaqué au son des instruments, mais vous verrez que le spectre, il varie sur une même note. Parce que ne serait-ce que l'attaque, c'est-à-dire la façon dont commence la note, a aussi son propre spectre. Vous superposez encore plus de différences. Donc c'est quelque chose, une richesse absolument incroyable, infinie, littéralement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire d'occupation de l'espace des fréquences ? Ça veut dire qu'il va falloir faire un petit peu attention, dans certaines musiques, à ce que l'espace qui notamment est censé être réservé à la voix, donc là, vous pouvez voir à quoi ressemble un petit peu le spectre de ma voix. Là, pour l'instant, je parle grave. Je vais essayer de chanter. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous allez voir que je vais forcément chanter un petit peu plus haut. Et vous allez voir surtout quelle fréquence occupe ma voix lorsqu'elle chante. Ah punaise, dans quoi je me suis engagé, moi ? Ils ont quitté leur terre, leur champ de fleurs et leurs livres sacrés. Là, vous voyez qu'effectivement, j'ai chanté plus aigu que je parle d'habitude. Et vous regardez un petit peu où se trouve le spectre de ma voix ici. Donc à partir de maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire différents tests, en particulier avec le synthé. Comment fonctionne un synthé de base ? De base, vous avez tout simplement une forme d'onde qui va faire votre note sur la durée, donc sans l'attaque dont on a rapidement parlé tout à l'heure, et cette forme d'onde va forcément avoir un spectre particulier et donc un son particulier, forcément. Vous allez avoir des ondes sinusoïdales notamment, qui, si on ne s'est pas trompé, devrait avoir un spectre qui est constitué à peine d'une fréquence. Testons pour voir. Là, elle a une petite attaque, mais on voit qu'effectivement, elle semble pas avoir d'harmonique. La fréquence est un petit peu étirée parce que je lui ai mis un petit léger effet de reverb en vérité, donc c'est pas une sinusoïde pure de chez pure. Reverb, c'est que vous l'avez démultiplié. En gros, il y a une sorte de somme de sinusoïdes qui sont pas toutes en phase, donc ça va forcément créer des fluctuations. Mais vous voyez que c'est bien ce qu'on attend d'une sinusoïde. Maintenant, si je fais notre fameux signal carré, ben là on voit que c'est plus la même, parce qu'effectivement ce signal est harmonique en plus, il occupe un petit peu plus d'espace, il est plus riche. Donc ce calcul, on peut le faire, et vous remarquerez que le signal carré, c'est quoi ?
C'est un truc qui vaut soit rien du tout, soit une valeur. C'est une fonction en escalier. Elle est totalement discontinue. Donc vous comprenez bien que tout ce dont on a discuté tout à l'heure par rapport au fait qu'il faut faire gaffe à prendre en compte des fonctions qui sont continues par morceaux, c'est giga important. Ce signal carré, je sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est littéralement le signal des annonces des magasins. Hein. C'est pas une vanne. C'est ça qu'ils utilisent. La sinusoïde, pareil. Vous l'avez peut-être un petit peu reconnu. C'est un son, en fait, c'est le son le plus facile à faire, vu que c'est une simple sinusoïde. Donc dès que vous avez besoin d'un indicateur sonore, donc quoi que ce soit, typiquement un électrocardiogramme par exemple, ça vous fait peut-être penser un petit peu à ça, ben, vous prenez le son le plus simple à faire. Vous vous en foutez qu'il soit agréable à écouter, d'ailleurs vous remarquez que la sinusoïde, elle n'est pas forcément super agréable. Telle quelle en tout cas, pas trop. Donc une fois que vous avez votre son, bon l'attaque on va pas trop en parler, c'est un petit peu compliqué, vous lui appliquez un filtre passe-bas, c'est-à-dire qu'on va couper certaines fréquences. Et là vous vous doutez en quoi c'est super intéressant de faire ça, c'est que notre filtre, il va très bien le voir qu'on coupe certaines fréquences. Donc pour vous donner un ordre d'idée, là j'ai pris un signal rampe de base. Voilà, là je vais lui enlever un petit effet parce que sinon ça va être un petit peu dur à visualiser. Et là il a une fréquence de coupure quelque part dans le domaine de ce qui est audible en fait. Si je fais monter cette fréquence de coupure, ça va faire un effet que vous connaissez très certainement. Déjà là, sans visualiser le spectrogramme, qu'est-ce qu'on peut entendre ? On entend que le son il devient plus riche, plus bruyant, parce qu'on y ajoute des fréquences, parce qu'il prend plus de place dans l'espace des fréquences tout simplement. Maintenant, on va tracer son spectre. Effectivement, on va faire exactement la même manip qu'on vient de faire. Est-ce qu'on peut faire plus explicite que ça ? On voit littéralement qu'au fur et à mesure que je monte la fréquence de coupure, je permets à de plus en plus de fréquences, donc à de plus en plus de richesse sonore, d'intégrer notre spectre. Fabuleux. On vient de voir, d'un seul coup, comment ça se fait que lorsqu'on monte la fréquence d'un son, il devient plus riche ? Parce qu'il prend plus de place. Tout simplement. Maintenant, si vous voulez le faire devenir encore plus riche, en fait, vous allez un petit peu décupler ce son. En fait, vous allez, comme j'ai dit, faire un effet de petit chorus, c'est-à-dire rajouter ce son-là, mais très très légèrement déphasé, mais pas assez pour que ce soit faux. Et à la fin, ça va vous donner des trucs de ce style-là. Et alors là, bienvenue dans les années 80, parce qu'on ne va parler que de ça à partir de maintenant. C'est parti. On a uniquement besoin de ce dont je viens de vous parler pour comprendre un petit peu comment arranger une musique de façon intelligente. Vous voyez cette histoire de fréquence de coupure ? Du fait d'interdire l'accès au synthé à une certaine plage de fréquence. Bien, vous vous souvenez maintenant du spectre de ma voix qui montait assez, pas mal dans le kilohertz finalement. Ben en fait, le truc c'est que si je laisse un synthé avec cette fréquence à fond, vous voyez que si j'essaie de parler en même temps, c'est un petit peu le foutoir en fait. Vous n'avez même pas besoin de voir le spectrogramme, c'est n'importe quoi ce qui se passe là. Là, c'est pas juste que le synthé est trop fort. Je vais vous le démontrer juste en baissant la fréquence et sans toucher au volume. Là, vous voyez que c'est beaucoup plus simple de comprendre ce que je suis en train de dire. Tout simplement, pourquoi ? Parce que le synthé et ma voix n'empiètent pas sur les plates-bandes l'un de l'autre. Chacun a sa place dans l'espace des fréquences. Et alors là, on peut continuer à faire ce qu'on veut pendant des plombes. Et vous comprendrez toujours ce que je dis. Donc ça a quelle implication pour les chansons ? Ça a comme implication que lorsque vous avez la personne qui est en train de chanter, il ne faut pas lui foutre un synthé avec une fréquence de coupure à 20 kHz. Parce qu'on va rien comprendre. Vous savez qui c'est qui a extrêmement bien compris ça ? Michael Jackson. On va parler de Thriller, les amis. Dans Thriller, il y a un son de synthé un petit peu élaboré que j'ai déjà ici, que j'ai refabriqué de moi-même, je tiens à le dire. Il y a un son de synthé un petit peu élaboré qui fait ça. Vous remarquerez que ce son, il n'en envoie pas des masses, mais par contre, je peux parler en même temps. Je pourrais chanter, si je savais le chanter, Thriller, je pourrais chanter en même temps. Techniquement, ma voix n'empiéterait pas sur ça. Alors, pourquoi ? Parce que celui-là a une fréquence de coupure basse. Et vous vous doutez bien que Michael Jackson, c'est super important de l'entendre. Parce que vous savez qu'est-ce qui se situe à quelques kilohertz ? Les sons sa, ta. Ouais, exactement. C'est-à-dire que si le synthé avait été trop haut, on aurait pourri l'intégralité de la qualité de son de la voix de NJ. Sauf que, ça c'est bien pour chanter, mais pendant l'intro, juste faire ça, ça envoie pas des masses en fait. Regardez le spectrogramme de ce truc. Bon, vous voyez qu'on a coupé concrètement aux alentours de... Ça c'est l'attaque. Et après, au-delà de... même 3 kHz, parce que ça, c'est juste la descente du filtre. Il n'y a plus grand-chose. Hein. Donc ça, c'est toute la place pour les... Oh putain, j'ai tellement mal fait.
Ça, c'est vraiment toute la place pour que Michael Jackson puisse faire ce qu'il a envie de faire, en fait, hein, concrètement. Littéralement, il faut le voir comme ça, c'est littéralement une question de place. C'est une question d'occupation d'espace vectoriel, encore une fois. Bon, sauf que, pour l'intro, ça manque de punch, ça manque d'un truc qui est aigu, qui prend la place que la voix va prendre juste après. Ça manque de ça. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? J'ai joué la même chose avec le synthé, mais sauf que j'ai rajouté des cuivres derrière. Donc vous allez voir, c'est que si on trace le spectre du synthé plus des cuivres, là, on a carrément saturé l'espace de fréquence. Il aurait certainement pas fallu qu'il chante avec ça derrière. Une autre façon de visualiser qu'il y a des riffs de synthé qui occupent la place que la voix va occuper après, c'est qu'on peut totalement faire un instrumental d'une chanson en jouant la partie voix avec le son du synthé qui sert pour faire le riff. Là, vous avez un pad, c'est-à-dire un synthé avec une fréquence de coupure basse qui permet de parler par-dessus. Ce pad-là, d'ailleurs, il détecte à quel point j'appuie fort sur le synthé, et plus j'appuie fort, plus il monte la fréquence de coupure. Je vais faire en sorte de jouer piano, du coup. Et vous allez voir que je vais jouer un truc que vous allez, j'espère, reconnaître pour la grande majorité d'entre vous. Je vais jouer le riff d'abord, et sans rien dire, je vais enchaîner sur la partie chantée, sans changer de son. Et normalement, ça devrait passer tout seul. Bon, ben ce sera tout pour cette petite vidéo d'introduction donc au transformé de Fourier discrète. J'espère que j'aurais pas été trop audacieux en essayant de faire ça avec la musique. Je pense vraiment que non. À mon avis, c'est une approche qui est super intéressante. Et si vous avez des idées, des remarques à faire sur le moindre théorème, un résultat que j'aurais pu totalement mal mettre ou une erreur que j'aurais pu faire dans une démo ou quoi que ce soit, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas. J'espère qu'on se retrouvera très vite pour aller un petit peu plus loin dans le domaine de Fourier. Ciao!